on commence avec Oligui Nguema et je commence avec vous justement, président Yango Djong, avant de repartir à Paris pour arriver en Côte d'Ivoire avec les 100 jours de Donald Trump. Alors, le président Oligui Nguema a prêté serment hier. C'était dans un stade, c'était pratiquement environ 4000 personnes, je crois, si je ne m'abuse, dans ce stade. Mais en réalité, il a prêté serment dans un contexte où il y a des demandes, il y a de fortes demandes. Fini la transition, fini les beaux jours, il faut se mettre au travail et peut-être donc satisfaire les besoins des Gabonais. Quel est le regard que vous portez sur cette prestation de serment, mais surtout sur ces perspectives? Monsieur le journaliste, vous savez bien que le Gabon c'est un pays de 236 000 km² à peu près. Oui. Ou je crois moins de 2 millions, ou tout au plus 2 millions d'habitants. Sans désert, avec des cours d'eau, donc un pays où tout sol riche, comme le Cameroun, quoi. C'est la même structure de sol, mais un pays pauvre. Sans logement, sans route goudronnée, sans rien du tout. Il a dit que M. Bongo, après 42 ans de pouvoir, n'avait même pas goudronné 1000 km de route au Gabon. Alors, son fils est venu suivre les traces de son père, mais pendant ce temps, M. Omar Bongo, Albert Bernard Bongo, qui s'appelle Omar, versait un argent terrible à la France, où il allait même jusqu'à proposer des gouvernements contre de l'argent du Gabon. Alors, M. Oligui, je crois qu'il est de ceux-là qui voyaient comment ça se passait, et à la manière tout à fait comme Kadhafi, comme Mohamed Kadhafi, qui voyait comment se dilapidait l'argent de Libye. Il était parmi la garde rapprochée de son roi à l'époque, et Oligui, qui était parmi la garde rapprochée de son président, a également vu cette gabegie qui se faisait au détriment du Gabon, et il a décidé d'agir en militaire. Parce que militaire, il faut que les gens le comprennent. L'armée, ce n'est pas simplement les armes. L'armée, c'est un corps à l'intérieur de l'État, chargé de la protection et qui doit s'engager culturellement, économiquement, académiquement, alimentairement, oui monsieur, sécuritairement. Et c'est à la fin de tous ces engagements que l'armée devient militaire. Donc un militaire, comme l'avait dit, je crois, Sankara, un militaire qui ne connaît pas la politique, qui ne connaît pas son pays, qui ne connaît que le fusil, est un danger pour son État. Et Oligui Nguema a fait là comme un vrai militaire, comme dans la philosophie de l'armée, de vouloir sauver son pays. Maintenant, il a déjà fait ce pas pour sauver le pays, il va déjà faire poser cet acte. Maintenant, le voici aux premières loges. Le voici là où étaient ceux-là à qui on reprochait la gestion du pays. On va donc le voir aux actes. Il y a la conquête du pouvoir, il y a la recherche du pouvoir, puis il y a la réalité du pouvoir. Le Gabon est un pays hyper riche, au peuple hyper pauvre. Il appartient au Oligui Nguema de faire profiter au peuple la richesse de son pays. Voilà ce que je peux dire d'entrée. Non, je ne vous laisse pas partir, en fait pas vous laisser partir, je ne vous laisse pas sur ce premier jet. Quelles sont les priorités pour vous qui sont sur la table? Parce que ça, c'est le plus important là où nous sommes. Quelles sont les priorités? C'est d'autant plus que les élections, je crois, législatives sont déjà annoncées en septembre prochain. Monsieur le directeur, les priorités, comme dans beaucoup de pays africains, ce sont les hommes qui font les choses, ce sont les hommes qui construisent. Là, il faut d'abord éduquer les hommes. Ça ne sert à rien. C'est comme un père qui laisse des richesses à ses enfants, on l'a vu ici 1000 fois, qui ont laissé un patrimoine matériel considérable aux enfants qui ne sont pas éduqués. Ce patrimoine est tombé moins d'1 an après le départ du père. Tout à fait. Donc, le plus important, c'est d'abord d'éduquer le Gabonais. Je dis bien éduquer, je n'ai pas dit instruire. Parce que si c'est pour instruire, ils seront certainement instruits, comme on est instruit partout. Quiconque a un petit cerveau peut être instruit, mais l'éducation, c'est autre chose. Il faut donc éduquer le Gabonais, comme il faut éduquer d'ailleurs le Camerounais.
soi-disant c'était instruit, hein. Il vous récite les cours, mais au moment de les appliquer, on se demande où est passé tout à l'heure le gars qui a resté le cours tout à l'heure. Il est instruit, mais il n'est pas éduqué. Donc il faut que l'éducation en son sens pur, c'est-à-dire, très brièvement, cet aspect de la construction humaine qui valorise l'instruction, qui apporte de la valeur, parce que l'instruction c'est l'instruction, mais l'éducation vient apporter la valeur à l'instruction. Et c'est ce qui démarque l'éducation de l'instruction. On peut être instruit sans être éduqué. Les cas sont multiples. Donc, il faut donc que M. Oligui s'attelle à éduquer le Gabonais. Lui faire apprendre quel est son pays. Lui montrer ce qu'on appelait le patriotisme en général. Lui montrer la valeur du travail, la transformation des choses. Et puis, je crois que le reste va suivre. Donc, moi, ce que je peux dire là, quelles sont les priorités? Première priorité, c'est l'éducation. Voilà. Première priorité, éducation. Nous saluons Ousmane qui est avec nous là-bas à Douala, mais en réalité, il va revenir au cours du second sujet. Alors, je ne sais pas, Ousmane, on peut quand même vous dire bonjour, bon dimanche, parce que vous êtes en train de suivre. Vous êtes dans la même ville que le président Eyango-Djon. En tout cas, vous devrez certainement vous donner les contacts là-bas, parce que vous êtes deux à Douala actuellement qui interviennent. Ousmane, bonjour. Oui, bonjour. Désolé vraiment pour la connexion. J'ai un peu des soucis de connexion au niveau de Douala. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde qui sont aussi à tout le monde. Merci Ousmane, il n'y a pas de souci parce que vous avez précisé que vous allez intervenir au cours du second sujet, le sujet sur le travail décent. Donc c'était juste pour vous dire bonjour. Donc à tout à l'heure. Alors, direction Paris, parce qu'on va terminer à Abidjan, parce qu'Abidjan, c'est les 100 jours de Donald Trump au pouvoir. Alors, Calvin Duhari, vous venez d'écouter Eyango-Djon, Daniel, parce que ça c'est son prénom, Daniel Eyango-Djon de Douala, société civile, syndicaliste et directeur de publication du compte rendu. Il estime qu'en réalité, Oligui Nguema a sorti le Gabon de la trappe ou des tréfonds d'un pouvoir qu'il a jugé de dynastique et qui en réalité vendait tout à l'étranger, et qu'aujourd'hui il est clair que fini la transition, il doit affronter les défis de quelqu'un qui est déjà en poste. Le premier défi ou le défi essentiel, c'est l'éducation. Quelle est votre lecture? Oui, j'aimerais très bien, j'aimerais intervenir d'abord sur ce premier point. Il a parlé de quelque chose de très important quand il parle de l'éducation. Et je parle aussi a priori, et non pas a posteriori, parce que j'ai vécu au Gabon. J'ai fait 4 ans au Gabon. Le Gabon, je connais par cœur. Donc, je peux bien parler. Bon, mais cependant, si j'interviens sur le premier point, c'est parce que je suis aussi un enseignant. En dehors d'être écrivain, j'ai commencé par l'enseignement. Parce qu'il a évoqué deux notions. C'est-à-dire que l'instruction, n'est-ce pas, qui est là pour transmettre le savoir, et l'éducation qui est là pour former l'être. Parce que, comme nous sommes dans un débat intellectuel, il y a les gens qui nous écoutent, il faut souvent que les choses soient bien expliquées. Tout à fait. L'instruction, c'est un processus par lequel on acquiert des connaissances. C'est-à-dire, ça peut être par la lecture, l'écriture, compter, comprendre les sciences, l'histoire, par exemple, ou bien les langues. Mais ça veut dire que, normalement, elle équipe l'individu pour comprendre le monde, l'analyser et agir rationnellement. Alors que l'éducation, quant à elle, englobe les valeurs, les comportements, la morale, le respect d'autrui, la citoyenneté. Donc, mais les deux sont très importants parce que l'institution qui structure l'être, l'aiguise et nourrit, permet aussi de résoudre les problèmes. Donc, et à manier des outils et à penser avec rigueur. Alors, cependant que l'éducation va maintenant éveiller la conscience morale. Ça veut dire que, par exemple, un bon ingénieur peut construire un pont, et un homme bien éduqué, lui veillera à ce que ce pont-là serve le bien commun. Bon, maintenant, pour revenir un peu sur la question de cette prise de conscience, en tout cas, pour parler globalement de M. Oligui qui a prêté serment hier, j'ai suivi les 3 heures bout en bout hier, et même dans la nuit, j'ai fait un article là-dessus.
Bon, ce qu'il faut noter, bon, il a fait un peu une lecture, une lecture négative de l'homme militaire. Mais je pense que Oligui Nguema, contrairement à d'autres putsch violents en Afrique, il a mené un putsch qui s'est déroulé sans effusion de sang, sans chaos institutionnel et sans guerre civile. Donc, en intervenant juste après la proclamation contestée de la réélection de Ali Bongo, il a présenté son action comme une réponse à une mascarade électorale. Donc, c'est un timing bien précis qui a permis de capter une large sympathie populaire et internationale, en donnant à son acte militaire l'apparence d'un sursaut patriotique plutôt que d'une simple ambition de pouvoir. Bon, en plus ce pouvoir, il a eu une posture de pacificateur au lieu d'un dictateur. Donc, dès les premières heures suivant le coup d'État, il a adopté un langage d'unité et de dialogue. Il a rencontré les chefs religieux au début, voilà, les partis politiques, il a les syndicats et la société civile. Moi, je suis de très près ce qui se passe au Gabon, parce que c'est un peu comme ma seconde patrie. Donc, il s'est posé comme un modérateur plutôt qu'un dominateur, parce qu'il a désamorcé la peur d'un régime militaire déjà. Ça, c'est une technique psychologique de grande envergure. C'est-à-dire, il a désamorcé la peur des régimes militaires autoritaires. C'est positionnement finement calculé. Bon, je suis sûr qu'auprès de lui, il a de très très bons conseillers. Voilà. Donc, et en plus, il n'a pas dissous toutes les institutions, ni instauré un autre régime de terreur militaire comme on aurait vu ailleurs, avec des décisions, on ne fait pas ceci, on ne veut plus voir ceci, ainsi de suite. Bon, moi j'ai aussi observé qu'il a fait un habillage constitutionnel. Il a rapidement prêté serment, il n'a pas mis long, ainsi de suite, pour voilà. Alors, et il a réorganisé la constitution. Mérite. C'est ça qui a renforcé une impression d'un passage qui est très bien encadré, très bien réfléchi et non brutal. Bon, et en plus, sur les discussions, sur ce qu'il a fait sur le plan social aussi, voilà, l'amélioration des sorts de certaines situations. Par exemple, il y a comme les prisonniers. Aujourd'hui, franchement, il a aidé les prisons, il a conçu de très belles prisons pour au moins que ceux-là qui se sont retrouvés là-bas, tout simplement peut-être parce qu'ils n'avaient pas de travail, parce qu'ils étaient dans la peine, puissent au moins avoir une vie meilleure. Donc il y a une continuité d'un partenariat économique, de respect des engagements. Voilà. Donc, merci à vous, Calvin Duary. C'est bien dit. Si j'ai bien compris, et Yango John, le président Yango John, il est en train de dire qu'il y a une posture, une description ou alors une image négative qu'on colle toujours aux militaires, alors que le militaire est avant tout un acteur du développement. En fait, est un acteur social du développement et de l'amélioration des conditions avant même d'être militaire. Zone Modou est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Zone, rebonjour. Alors, quel est le regard que vous avez sur les 100 jours de Donald Trump? C'est des 100 jours très mitigés, mais Donald Trump, pour lui, c'est 100 jours de succès. Bien sûr que certains reconnaissent que les décisions qu'il a prises, il a reculé sur certaines, mais il a appliqué d'autres de manière ferme et qu'il a obtenu aujourd'hui un début d'accord de cessez-le-feu avec l'Ukraine, même si la Russie continue de bombarder à Gaza. Il est en train d'annoncer l'arrivée des États-Unis là-bas. Alors, quelle est la lecture que vous faites de ces 100 jours de Donald Trump? Oui, bonjour à tous, chers débatteurs de GMS TV Afrique. Déjà, il faut noter que c'est le 20 janvier 2025 que Donald Trump est revenu à la Maison Blanche après une élection présidentielle aussi tendue, plus symbolique, bâtie en 2020. Il a su rebondir politiquement, capitalisant sur les divisions internes et le mécontentement d'une partie de l'électorat américain. 100 jours après son retour au pouvoir, une question résonne sur les continents. À quoi doit-on s'attendre, et plus précisément la présidentielle de Tout à fait. Je pose un regard critique sur ce début de mandat
si bien ancré dans le nationalisme américain. Honorez-vous donc. Honorez-vous donc. Oui, Zone Modou. Je pose un regard critique sur ce début de mandat qui est bien ancré dans le nationalisme américain, a des répercussions mondiales, y compris sur notre continent. Les 100 premiers jours de ce second mandat n'ont pas marqué de rupture avec le passé, être fidèle à sa ligne. Honorable. Sur les questions internes, immigration, sécurité nationale, économie et politique énergétique. Dans les discours officiels, les politiques africaines sont payées par leur absence, aucune tournée africaine annoncée, aucune grande opération relancée, ni déclaration forte à l'égard des défis africains. Ce silence diplomatique confirme une marginalisation pour moi, voilà, assumer l'Afrique sur l'agenda des Américains. Bon, également aussi, il y a un durcissement migratoire renforcé. L'un des premiers décrets signés après son élection, c'est-à-dire Donald Trump, il a réactivé et renforcé les mesures restrictives déjà mises en place lors du conflit dont plusieurs pays africains considérés comme des zones à risque sont à nouveau l'objet de restrictions, précisément le visa en autres. La diaspora africaine, pourtant bien intégrée, est active dans de nombreux secteurs aux États-Unis. Voilà, c'est retrouve dans l'angoisse, dans une angoisse permanente. C'est retour à une politique migratoire due envoie un message négatif aux jeunes africains en quête de mobilité ou de formation. Une lien symbolique entre le rêve américain et l'Afrique se profile alors même que bon nombre d'étudiants et de chercheurs africains contribuent au rayonnement, voilà, des universités américaines. Je prends le cas de nous ici en Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Patrick Achi, voilà, enseigne également là-bas depuis quelques... Mais Zone Modou. Mais est-ce que le fait d'enseigner là-bas pour les Africains voudrait dire que Donald Trump ne doit pas promouvoir, parce que ça c'est son objectif, promouvoir les États-Unis, c'est-à-dire de Great America, c'est-à-dire le retour à la grande Amérique. Est-ce que c'est une raison pour qu'on puisse dire qu'il ne doit pas le faire? Bon, ça peut être une raison... Bon. Dans la mesure où lui, c'est sa politique, c'est sa vision, c'est sa manière de voir les choses, même si on le voit un peu partout ici en Afrique, donc ça ne pose pas de problème selon moi. Alors, pour sortir avec vous, quel est le regard du journaliste africain, parce que l'on sait qu'on a célébré hier la journée mondiale de la liberté de la presse, mais vous savez aussi que Donald Trump a supprimé beaucoup d'emplois de journalistes non américains. Oui, tel qu'il y a la radio, la voix de l'Amérique, voilà, qui a été suspendue, ou même les agents se retrouvent dans le chômage. Ça veut donc dire que... Sur le plan économique, même les signaux ne sont pas plus rassurants parce que le président lui-même ne s'est pas estimé vraiment qu'il ne peut pas venir de l'Afrique, un groupe opportunity. Bon, c'est un programme commercial qui a permis aux pays africains d'explorer, d'exporter en quelque sorte, voilà, vers les États-Unis sans droit de douane. Merci à vous. On va revenir à vous tout à l'heure au cours du premier sujet qui va donc nous amener vers cette journée internationale de la liberté de la presse avec une focalisation au Cameroun, mais une ouverture un peu partout en Afrique. L'on sait que Donald Trump n'a pas évité à ignorer le président Brice Clotaire Oligui Nguema dernièrement lors des obsèques du pape François. Alors, Aimé Césaire Dambo, Brice Clotaire Oligui Nguema a prêté serment hier. On venait de le dire tout à l'heure, mais comme on quitte des 100 jours de Donald Trump, c'est pour ça que je fais le lien que Donald Trump, là, pratiquement, il est passé à côté de lui en l'ignorant. Mais l'on sait aussi que Donald Trump a tendu la main à Macron, la main de Macron n'y est pas venue, et ainsi de suite. Mais rentrons au Gabon en principe. Non, mais ces choses, on les voit un peu de partout.
c'est toujours un président français, ça doit être Hollande. Oui. Il a également fait ce genre de choses. Il y avait un sommet au Mali. Il y avait un sommet au Mali, je pense c'est à Ali Bongo, qui a également essuyé ce genre de frasques. En tout cas, je ne sais pas, c'est que les présidents se valent. Il n'y a pas de sous-hommes. Quand je vois des personnes faire allégeance aux autres, un peu comme si c'était des et mépriser sous-hommes. les autres. Non. Il a donc prêté serment hier, le président Bruxelles. Oui, je voudrais donc un peu revenir sur ce que vous avez dit, parce que vous vous rappelez qu'il y a également un président africain qui a refusé certainement de rencontrer Donald Trump. Il s'agit donc de M. Traoré, du Burkina. Oui. Lui aussi dit, je ne suis pas un sous-homme, ce monsieur n'a rien de plus que moi. Oui. Je n'accepte pas son invitation. Tout à fait. C'est de ça qu'il est question. En tout cas, ils savent ce qu'ils font là-bas. Alors, on rentre au Gabon. On rentre au Gabon et je voudrais un peu aller peut-être à l'encontre de mes prédécesseurs, Oui. quelques clichés. Voyez-vous, quelqu'un qui vient certainement dans la logique de la rupture, de la cinquantaine d'années que les uns et les autres. Mais sauf que dans le fond, ce n'est pas ça. Vous allez regarder son nom, regardez même d'où il sort. Son nom veut dire quoi? Long précisément. Non, bah, quand il parle du nom, Oui. ce monsieur n'est pas très loin de la famille Bongo. Il y est. Bon, la rupture peut-être c'est... Parce que je vais dire à ceux qui nous regardent... Mais est-ce que sa manière de faire ne crée pas déjà une rupture? J'y arrive. Ok. Je vais dire aux uns aux autres qu'il y a une différence entre l'alternance et l'alternative. Oui. L'alternative voudrait qu'on s'érige dans un élan un peu comme celui de M. Sankara. Là maintenant c'est l'alternative. C'est-à-dire bloquer toute tentative devant faire en sorte qu'on retourne à là où on était. C'est pour cela que je vous dis, c'est un peu comme si vous voyez, généralement en Afrique, lorsque quelqu'un arrive, on dit bah, vraiment on est déjà au paradis, ça a déjà changé. Oh, je voulais dire à ces gens, on a juste changé le chauffeur du bus. Le bus est resté le même, avec les mêmes passagers. J'en veux pour preuve. Lorsque Mais si les passagers ne peuvent pas changer de mentalité, je vous le lance tout simplement. Hein. Vous posez une très bonne question. Mais sauf que le passager, lorsqu'il va dire, il ne prendra pas le volant. Il peut dire tout ce qu'il va dire, mais il ne prendra pas le volant. Ok. On a donc changé le chauffeur au Gabon. Qui a changé le chauffeur? C'est les Français qui ont changé le chauffeur. Ah, pour vous, c'est les Français? Non, il faut dire la vérité, il faut parler tergiversé. Ce sont les Français qui ont changé le chauffeur. Et pourquoi ils ont changé ce chauffeur? Ils voyaient le mal qui venait un peu des pays que vous connaissez, AES. Ils voyaient déjà ce mal. Vous voyez, si les bases ne sont plus au Niger, en Côte d'Ivoire, non, en Côte d'Ivoire, il y en a. Non, ils sont partis là récemment. Ils ont démantelé leur base. Ils sont partis. Maintenant, le Gabon, il y a la base là-bas, monsieur. Il fallait faire des choses là-bas. Donc ça, c'est pour dire à ceux qui, je ne dis pas qu'Olingui n'est pas en train de faire des choses. Mais si quelqu'un arrive en vous disant quand même que bon, j'arrive comme ça pour pacifier tout et tout, je ne peux pas me représenter. Mais d'où vient-il qui se représente alors? Non, il a parlé des civils. Non. Qui va remettre, rentrons dans la sémantique des mots. A-t-il donc remis? Il a remis le pouvoir aux civils puisqu'il est devenu civil. Non, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Bon, en tout cas, je vous le conseille. Il ne l'a pas fait. Parce que ce monsieur a dit je ne vais pas. Et il l'a fait. Non, il n'a pas dit je ne vais pas. Il a dit je veux remettre aux civils. Ah, ok, le civil était dans lui. J'aurais bien cru. Non, écoutez, monsieur. Vous savez que c'est lui qui challengeait et qui a même gagné apparemment les élections en août. C'était donc ce monsieur, j'ai oublié son nom. Qui, Jean Ping? Non, pas Jean Ping, il n'était plus dans la course. Alors, il y a un opposant là qui a gagné. J'aurais bien... Qui a gagné Ali Bongo? Ben oui, monsieur. La sincérité de Oligui Nguema aurait été la remise du pouvoir à ce dernier. Il dit seulement... Après quelle élection? Non! Il y a eu élection, monsieur. Et c'est le jour où on lisait les résultats que le coup s'est passé. Peut-être vous oubliez. C'était le jour où on attendait les résultats. Mais est-ce que en faisant ainsi, ça fait justice? Puisqu'il y a un litige et ça dit que les résultats n'ont pas été proclamés. C'est pour ça que je vous pose toujours la question. Qui a empêché les résultats? Donc attendez, le problème est celui-ci. Il y a eu organisation des élections, n'est-ce pas? Ali Bongo a été reproclamé vainqueur. Pour remettre donc à l'ordre, il faut passer par un contentieux. Et tant que le contentieux n'y est pas là, il faut organiser d'autres élections. Y a-t-il donc eu contentieux?
Non, mais puisqu'il n'y a pas eu consensus, le juge était qui? Bon, en tout cas, je ne veux pas vous... Allons-y. Vous n'allez pas me distraire, je vous le dis, monsieur. Il n'aurait pas dû se représenter. Il n'aurait pas dû se présenter. Présenter autant pour moi. Le fait d'être candidat contraste avec ce dit d'avant. Il faut relever ce détail. Lorsque je l'ai relevé, j'ai vu ce qu'il a fait, qui peut être salué et qui doit même être salué. Mais je vous rappelle quand même, c'est un phénomène qui n'est pas très loin du Gabon, qui est en Côte d'Ivoire, où un messie est arrivé en violation flagrante de la loi, il a marché sur 3000 morts, il a dit qu'il était un monsieur très sain et qu'il venait comme ça. Mais lui n'est pas passé par putsch. Non, vous allez voir le corollaire. Ok, mais allons-y. Lorsqu'il a pris le pouvoir, mais monsieur, il est celui qui a dit, je ne ferai pas comme les autres. Mais nous en sommes à combien de mandats? C'est pour vous dire quoi? Je salue l'initiative. Vous voulez dire que l'IGI va suivre la même trajectoire? Il va suivre, parce que lorsque l'autre arrive, ce que les gens ne savent pas, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pris le cas de Ouattara? Je prends son cas parce que lorsqu'on pose quelqu'un à qui on voudrait donner une certaine légitimité, on lui ouvre certaines brèches pour faire un certain nombre de choses. J'ai suivi des personnes dire, ah non, en Côte d'Ivoire, Ouattara travaille beaucoup, il travaille bien, vraiment le cacao est monté, c'est descendu. Est-ce que la Côte d'Ivoire détient le monopole de son cacao? Que non, il faut dire la vérité. Maintenant, les finances qu'on bloquait à M. Koudou Barbeau, on libère les finances et on montre à celui qui est arrivé, qui est pire que celui qui est parti, on montre au peuple avec cette petite flatterie-là qu'il peut faire. J'ai fait le collègue pour dire au Gabon, il y a des petites pistes qui ont été ouvertes pour que le peuple soit aménusé en disant que, non pas aménusé, soit flatté, que non vraiment celui-ci qui arrive, c'est lui le Messie, c'est le Saint. Est-ce que ça va continuer ces choses? J'ai doute. Je doute pourquoi, monsieur, je suis pas là. Je doute parce que dans nombre de pays où on est venu poser une marionnette, on a utilisé un peu de l'esbrouf pour que les uns et les autres pensent que c'est le Messie. Et je reviens au Cameroun, où des gens ont dit le nouveau Ahidjo est très bon. Nous étions à quelques 2, 3, 4, 5 mois après. Le nouveau Ahidjo, on parle de M. Paul Biya. Le nouveau Ahidjo, c'est comme ça qu'on disait. Qu'est-ce qu'il disait aujourd'hui? Bon, en tout cas, je vous laisse le soin de votre analyse, mais je rappelle quand même qu'au Gabon, il y a ce fait-là qu'il y a eu des crispations de la vie politique, des crispations même de la société, des crispations même des mentalités. Non, vous n'avez pas dit ça parce qu'il y a des opposants qui s'en plaignent là-bas. Non, on voit... Il y a quelques-uns qui ont frôlé les jeunes. Juste pour vous relancer, Billy, comment s'appelle, Claude Billy Bianze, a justement... reconnu la victoire de son rival, mais en observant ces limites-là. Donc ces limites-là, en réalité, il a dit que ces limites n'étaient pas très dangereuses parce que la paix, il y a eu la promotion de la paix et justement, c'est ça qu'il a qualifié que l'élection s'est passée le plus calme, le plus paisible possible. L'internationaliste Pascal Oya, bonjour et bienvenue. Bonjour Hubert, bonjour co-panélistes, bonjour. Calvin Diarry à Paris, et président Yangodjon à Douala, Ousmane est aussi là-bas à Douala, Zone Modou et à Abidjan en Côte d'Ivoire. Oui, je dirais particulièrement mon bonjour exceptionnel à mon plus proche collaborateur. Oui, Aimé Césaire Dambo. Et pour revenir au sujet, oui, tout à fait. Merci pour le temps et la clémence que vous m'accordez ce matin. En fait, tout à l'heure, M. Dambo était en train de dire quelque chose de très important. Le nom qui m'échappait, c'était l'opposant de la dernière élection présidentielle. Oui, justement, il s'appelle Albert Ondo. Albert Ondo Osa. Oui, c'est lui. C'est lui qui aurait même gagné ces élections. Non, je disais ceci, je ne disconvenais pas avec lui. Je disais que dans cet imbroglio-là, n'ayant pas eu justement un acte juridique, qui a défini, peut-être, qui a sanctionné ça, il aurait fallu une autre élection pour qu'on donne peut-être
Oui, sauf que, ben, tu vois, il y a quelque chose... C'est ce que j'étais en train de dire. Je ne désavouais pas ça. Hein? Non, mais je comprends un peu ton approche, mais il y a quelque chose, en fait, c'est un constat que je fais, Oui. qui est de nature à nous exposer aux, entre guillemets, prédateurs. Notre façon de faire attire les prédateurs. Et je suis convaincu que même à l'époque de l'esclavage, c'est nos comportements qui ont attiré les gens vers nous. Parce qu'on a vu que nos chefs étaient très abusifs. Oui. Ils ne se copient pas. En fait, ils abusaient des droits élémentaires même. Oui. Parce que là, à l'époque, tu te souviens, quand tu étais chef, tu étais roi, tu étais demi-dieu. Alors, ce que je veux par là dire, c'est que on dit en anglais le common sense, je cherchais le mot équivalent en français, aurait voulu que Oling, qui vient intervenir juste après les élections, à la limite, réorganise les élections. Voilà, réorganise et que à ce moment-là, que peut-être la neutralité soit établie par les militaires afin de contrôler les élections eux-mêmes. Quitte à dire que, bon, voilà, Bongo a finalement gagné, nous avons été les arbitres de cette élection du deuxième tour, entre guillemets, mais c'est avéré que c'est Ali Bongo qui a gagné. Ça aurait été encore mieux de cette façon. Ah, ok. Mais vous voyez du revers de la main comment est-ce qu'on a balayé ces élections-là. On n'en parle plus depuis. Depuis le coup d'État, c'est Oligui qui est aux affaires. Il a fallu légaliser les choses de la façon dont la communauté internationale le souhaite. Donc, financer et organiser les élections. N'ayons pas peur des mots. On peut faire semblant, mais entre nous, on sait que c'est ce qui s'est passé. Ça n'enlève à rien sa popularité. Ça n'enlève même à rien les actions qu'il a posées. Et son charisme un peu qu'il va poser. Il est dans une trajectoire de reconstruction. Et on lui donne le bénéfice du doute aujourd'hui parce qu'effectivement, on veut taire les querelles qui pourraient venir s'entremettre entre les fils et les filles du Gabon. Mais vous êtes quand même internationaliste et j'admire, parce que vous venez de faire une précision là. Vous venez de faire une précision qui est très importante. Tu peux me passer même 30 secondes, s'il te plaît? Oui. Donc, avant de revenir à vous, très rapidement, Calvin Duary, allons-y, si vous voulez intervenir, comme vous êtes en ligne là, dès que quelqu'un veut jeter un mot, alors vous faites si. Calvin Duary, quelque chose à dire? Oui, très rapidement sur quelque chose, parce que comme nous sommes dans un débat, et il faut toujours que, n'est-ce pas, chacun donne les informations pour pouvoir compléter. Je voulais compléter ce que l'un des collègues a dit tout à l'heure. Bon, j'ai eu un peu, quand il a dit que c'est le clan, il s'agit du clan au Bongo qui sera tué au pouvoir, j'ai eu un peu des frissons. Et je me suis dit qu'il parlait a posteriori, certainement. Moi, j'étais au Gabon, j'ai vécu au Gabon, et normalement, quand les observateurs avisés comme ça arrivent au pays, c'est pas seulement pour chercher les moyens de suivi, mais il observe un peu, il fait une politique comparée. Tu vois? Bon, quand il dit que, donc ça veut dire que peut-être il ne comprend pas ce qu'est la politique. Que dans la politique, il n'y a pas question de sentiments personnels pour le vrai homme politique. En réalité, l'action de Oligui Nguema était jouer à des intérêts stratégiques et politiques plutôt que par des considérations affectives. Il ne pouvait pas jouer à ces jeux parce que le clan Bongo est assez vaste. Il y a des gens qui pourraient être plus importants que lui dans cette recherche du pouvoir. Donc le PRIS n'a pas agi par impulsion ou par un sentiment de loyauté envers un clan, mais plutôt il agit comme un acteur stratégique dans un contexte politique très tendu. Son action répondait avant tout à une série d'événements parce qu'il y a eu un scrutin contesté, un régime fragilisé et une opportunité d'accéder à une position de pouvoir. Encore que quelques années plus tôt, il était déjà lésé, si bien qu'on l'avait un peu évacué, parce que Oligui c'était un homme charismatique. Et quand on a les hommes charismatiques devant toi, on a peur. On a vu nous-mêmes dans notre pays des militaires comme ça, c'est-à-dire qu'ils font peur. Alors que normalement, peut-être derrière lui, il n'a aucun penchant. Donc le coup d'État s'inscrit dans une logique rationnelle qui visait à prendre avantage d'une situation où le pouvoir d'Ali Bongo était de plus en plus fragilisé. Donc, il y a l'absence de sentiments ici. Il n'y a pas eu de problème de sentiments ici. C'est un
problème, c'est une décision purement politique d'un militaire. Parce que quand on dit des choses, comme vous dites là, c'est-à-dire que moi je trouve ça un peu comme on dit souvent de l'incantation. C'est-à-dire ne pas comprendre ce que c'est que la politique. Il n'y a pas de... vous avez vu Massian Nguema. Massian Nguema avait exécuté son oncle, le grand frère à son père, ou le petit frère à son père. Donc, bon, voilà. Dire que c'est un problème qui se pose, je dis non, je vous dis catégoriquement non. Merci. Merci. Vous êtes militaire, il a fait des calculs, il avait l'opportunité, il savait qu'il ne pouvait pas rater, il a joué. Et voilà, et moi aujourd'hui je sais comment le coup d'État s'est passé parce que j'ai encore des ramifications au Gabon et jusqu'à la présidence. On va revenir, vous avez déjà dit, Calvin Diary, vous avez déjà dit ce que vous devriez dire, c'est le temps de parole de Pascal Oya. Mais vous avez la latitude, vous qui êtes en ligne, de revenir à tout moment dès que vous suivez le développement. Pascal Oya, d'accord, merci. Vous restez vous continuez, Pascal. Oui, bon, remercie Hubert. De toutes les façons, l'opinion de Calvin est une opinion personnelle. Oui, tout à fait. Vous comprenez? Et la lecture qu'il fait, et je remarque aussi, peut-être que vous l'avez aussi remarqué autant que moi, qu'il nous rappelle qu'il a vécu au Gabon. Oui, non, il a déjà dit avant que vous n'arriviez. Et ceci ne veut pas dire forcément que sa lecture politique de la scène politique gabonaise est une lecture avérée. Oui. Vous comprenez? Oui. Moi, je ne lui enlève pas cela, mais je dis, puisque j'étais en train de dire que... Oui, vous continuez il donc. aurait été mieux que Oligui Nguema, putschiste en son temps, d'abord soit contesté par cette même France-là, ce qui n'a pas été fait. Il fallait commencer à remarquer sur les lignes. Mais je dois quand même vous rappeler quelque chose. Je ne veux pas... Bon, les gens le disent, mais c'est des choses que j'ai vérifiées. Lorsqu'on a France 24, je dois le citer ici définitivement, qui a titré hier, Oligui Nguema, l'ancien putschiste, a prêté serment. Mais vous voyez que ça vient de Paris, là. Oui, ça vient de Paris, mais tu sais, Hubert, ce jeu-là, c'est un jeu enfantin. Paris dit ça après les faits, non? Voilà, donc il fallait qu'il commence à le dire très tôt. Tout à fait. Nous ne sommes pas naïfs. Et sans couper mon grand frère, mon cher aîné, je voudrais vous dire Aimé Césaire Dambo, oui. Non, en politique, il faut faire extrêmement attention. La logique en Afrique qui se vit actuellement est que quelqu'un peut arriver par le truchement d'une autre personne, mais commence à se désolidariser des actions antérieures. On a vu cela, c'est ça qui a coûté la vie à Kabila, qu'on a tué en 2001. Il était avec les Français et les Américains. Quand il est arrivé, il s'est dérouté. Ça peut être la même chose. Idriss Déby aussi passé un peu par là après de longues années. Tout à fait. Effectivement. C'est pour cela que tu évoluons vers... oui. Et je disais tout à l'heure, Pascal Oya. Je ne lui enlève en rien sa posture de constructeur ou de bâtisseur de la République du Gabon. Tout à fait. Nous, les Africains en général, c'est ce qu'on souhaite. Oui. On voudrait voir les choses être faites de façon révolutionnaire, sans toutefois se mettre à violenter les autres qui auraient des opinions différentes. Bon, moi, je veux que demain, qu'on me dise que Oligui a décidé, par rapport à sa doctrine politique ou par rapport à son programme politique, de peut-être revisiter les contrats qui ont été signés avec cette famille Bongo-là, par exemple. Et là, je vais commencer à croire à sa posture de révolutionnaire. Bon, jusque-là, ce n'est pas ça. Je dis, on lui donne le bénéfice du doute. C'est lui qui est au pouvoir. Vous voulez qu'il enlève les contrats et autres de la famille Bongo? Entre autres, il y a beaucoup de choses. Mais vous devez quand même savoir aussi que la famille Bongo s'est retirée pratiquement avec une lettre officielle d'Ali Bongo de la politique. Oui, la famille pour Bongo, apaiser... La famille Bongo s'est de retirer de façon officielle. Mais nous savons que près de 50 ans de règne au Gabon, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça ne va pas se faire à la suite d'un communiqué. Il se retire officiellement par le touchement de l'ancien président Ali Bongo lui-même, parce que je crois que j'ai lu... Oui, c'est lui qui a pris... Par après, il faudra voir comment est-ce que les choses vont se dessiner. Non, je suis en train de dire ça pour voir que, bon, est-ce que ce retrait-là ne doit pas participer à l'apaisement? Est-ce qu'il faut continuer la chasse aux sorciers? Bon, effectivement, c'est là où le politique et la politique elle-même devient très intéressant.
Pourquoi je le dis? Parce que Hubert, On va sortir par là définitivement, si oui. dans nos pays, Oui. on se limitait seulement au bon dire des uns et des autres, parce que c'est eux qui sont au pouvoir, Oui. sans toutefois contester, sans toutefois interroger, sans toutefois même rester sur ses bases, Oui. en attendant voir si réellement ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils vont faire. Oui. Vous verrez qu'à la limite, on sera en train de prendre des coups et des coups, des coups, des siècles, après des siècles et après des siècles. Donc moi je dis, je ne le conteste pas, il a gagné les élections, que le Gabon a organisé dernièrement. On va voir, le maçon se juge au pied du mur, on va voir ce dont il est vraiment capable par rapport à tout ce qu'il a promis aux Gabonais. Nous précisons déjà qu'il a annoncé les élections législatives en octobre prochain. Le mot que je vais ajouter... En septembre prochain, oui. J'ajoute un mot très précieux. C'est quand même malsain qu'en Afrique, vous voyez, quand des gens peuvent utiliser des contorsions pour durer au pouvoir, allez antérieurement voir ce qui s'est passé. Quand même au Cameroun où nous sommes, des gens vous disent le pardon sera difficile. Il est difficile en Afrique de voir un chef d'État circuler dans la rue paisiblement. Mais quand vous dites, voilà, vous évoquez donc un aspect très important. Et dangereux. Voilà. Est-ce que Ali Bongo a besoin d'écrire une lettre pour dire que nous nous retirons de la vie politique? S'il le fait, c'est parce qu'il y a inquiétude, il y a tout ce que vous êtes en train de vouloir dire là. C'est pour vous dire que celui qui est là, avec ces gens savent que d'autres choses peuvent se passer. Est-ce que des enfants sincères, honnêtes dans une famille, peuvent se faire ce genre de choses? On n'est pas en train de parler d'un Sénégalais qui a dit je ne vais pas faire ceci. Mais un propre fils du terroir dit que je ne vais pas intenter des choses bizarres pour mon pays, contre mon pays, autant pour moi. Ça craint. Pourquoi ça craint? Je vais donc revenir au Cameroun, où des gens vous disent que le pardon sera impossible. Mais quand on dit ça à quelqu'un qui est au pouvoir, quel est son ressentiment donc? Son ressentiment, c'est qu'il fait tout pour que le moment où vous allez voir que la confrontation soit véritablement farouche. Et il peut tout faire maintenant pour s'y maintenir. Parce qu'il sait que dès qu'il lâche il lâche. Ce sera terrible. Donc c'est très grave quand on dit que quelqu'un écrit pour dire nous nous retirons. Il se retire comment? Ne sont-ils plus citoyens gabonais? Pourquoi ils se retirent? Je vous dis que c'est très malsain cet acte-là. Oligui Nguema à l'écran, donc il a prêté serment hier, il est désormais, il est président de la République, chef d'État et chef de gouvernement. C'est des choses qu'on a oublié de dire ici. Il faut être clair là-dessus avant de sortir de ce sujet. Je ne sais pas si Calvin Diary est président et Yango avant de sortir. C'est vrai, c'est un sujet un peu mais important parce que là, il y a des similitudes il y a même des thèmes sur lesquels on va revenir. Pourquoi les présidents africains ont toujours peur après leur pouvoir? Vous voyez tous ces thèmes-là. Calvin Diary, président et Yango, qui de vous veut intervenir avant qu'on ne quitte ce sujet? Je laisse la parole au président Yango. Président Yango, lui peut-être il en a dit ces mots tout à l'heure, qu'en réalité, le président... C'est le sujet du Gabon, là? Oui, parce qu'on est en train de partir. Oui, c'est bon, peut-être sur le dernier point, tout simplement. Là, c'est Calvin Diary. Le fait disait que c'est un peu malsain... de dire que nous nous retirons. Voilà. Bon, en fait, il s'agit d'une logique gabonaise. Je dis toujours, il s'agit d'une raison. Parce que c'est très difficile de venir, par exemple, même s'il est déjà peut-être allé au Gabon, quand vous arrivez, peut-être vous dormez dans un hôtel ou bien vous entrez dans une maison, vous restez, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe dans les chambres normalement. Si on a dit que si la famille de Bongo dit qu'elle se retire, bon, c'est tout simplement signifier que, bon, c'est un groupe c'est une large famille, c'est une famille qui est assez large. Et puis, il s'agit de baisser non seulement la pression, ou bien la subjectivité qu'on a sur eux, ou bien le mauvais regard qu'on tient sur. On se dit toujours que peut-être avec les moyens qu'ils ont, parce que c'est une famille qui est très aisée, très riche, ils peuvent toujours rebondir. Bon, en faisant ça, il s'agit vraiment
de se désengager complètement. C'est une volonté de ne plus s'imposer sur quoi que ce soit et laisser libre cours à chacun de se lancer dans cette aventure sans plus avoir peur. Et puis aussi qu'on les laisse vivre en paix. C'est-à-dire il s'agit d'utiliser cette méthode pour gagner la confiance du pays et puis circuler, chercher à circuler sans problème. Ok, merci. C'est un peu ça. Merci Calvin Duary. Ben, ils peuvent aussi dire ça et calculer des choses en secret. Est-ce qu'on va aller les contrôler en secret? Et bon, on comprend, hein. Ben, on va revenir sur ces thématiques. Vous êtes un intellectuel, un érudit, vous êtes un directeur de publication. On va revenir sur ces thèmes. Pourquoi les présidents africains ont toujours peur de circuler après leur exercice dans leur rue, dans leur village, ainsi de suite. Et bon, bah, ça c'est des thématiques très importantes. Et il y a une autre même qui s'est dégagée dans cette affaire, c'est-à-dire cette attitude ou cette posture de se faire adouber toujours par l'étranger. Voilà une autre problématique. On va revenir. On va prendre la transition pour revenir sur ce plateau, prendre le premier sujet qui est celui concernant la liberté de la presse dans le monde. Elle s'est célébrée hier, cette édition 2025 de la liberté de la presse. C'était hier 3 mai, c'est chaque année ainsi. Et le rapport commis par Reporters sans frontières vendredi dernier, c'est-à-dire le 2 mai, a déjà fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre, surtout au Cameroun. Reporters sans frontières a classé le Cameroun 131e pays sur 180 et le titre même à la une de ce rapport, Cameroun, un pays dangereux pour les journalistes, suscite le débat et des interrogations. Alors on prend la transition, on revient sur ce plateau, à tout de suite.